Bien, aujourd'hui on va s'intéresser à un argument qui est entre les neurosciences et la psychanalyse, très connu, la nature et la culture. Une opposition qui est là depuis des siècles, et à partir du moment où les sciences deviennent des sciences qui ont une méthodologie bien précise, c'est-à-dire en 1800, l'époque du, on appelle ça scientisme, qu'on croit à la science, on croit à l'avenir de la science qui pourra tout expliquer, qui pourra tout résoudre. Eh bien, il y a un premier mouvement. On va dire qu'il y a trois mouvements. Ça, c'est le premier mouvement dans cette question de la nature et la culture. Là, on va découvrir des lois qui régissent la nature, c'est-à-dire des lois qui régissent le fonctionnement du cerveau, et on va se rendre compte qu'on peut bien y arriver, on peut bien comprendre certaines lois du cerveau, et à partir de là, avoir la certitude que c'est ces lois-là qui régissent les effets de la culture, les effets des pensées, etc. Il suffit de se rappeler, par exemple, la grande découverte de Broca. Il y a une partie du cerveau très localisée qui, si elle est abîmée, eh bien, on va avoir directement un problème au niveau du langage. Dans un deuxième mouvement, on se rend compte de la grande complexité. Il n'y a pas les outils qui permettent de progresser dans les découvertes. Eh bien, on laisse de côté la nature. On se rend bien compte que c'est plutôt la culture, les lois de la culture qui vont régir tout le rapport que l'homme entretient avec soi-même et qui ont une importance beaucoup plus forte que la nature. On pourrait dire alors que la nature est soumise aux lois de la culture. Eh bien, ces mêmes deux mouvements, on les retrouve dans l'œuvre de Freud, dans le parcours de Freud. Sigmund Freud, à l'époque, il est sa première époque de neurologue et qui commence à s'intéresser à la psychanalyse, il va écrire ce projet qu'il va abandonner directement, sans jamais le publier, qui est un projet pour une psychologie scientifique où il fait un premier échafaudage neuroscientifique de l'appareil psychique. Il va reconduire toute une série de fonctionnements psychiques, de pensée, à des circuits neuronaux. Comme les lois qui régissent le cerveau vont déterminer certains fonctionnements de la pensée. Eh bien, Freud va abandonner ce projet, il ne va jamais publier ce qu'il avait commencé comme ouvrage. Ce sera une publication posthume, et il va plutôt, après, parler de tout ce qui est l'impact, l'interaction qu'il y a entre les pensées, entre donc le développement de l'enfant et l'environnement. Par exemple, l'Édipe, c'est une interaction que l'enfant a avec ses parents, qui vont déterminer toute une série de problématiques par la suite. Là, on voit bien que Freud va abandonner, mais il n'ira jamais l'importance, en tout cas la présence de certains données innées. Voilà, ça, il ne va jamais l'abandonner. Mais ce sera toujours considéré comme d'ordre secondaire. On va continuer avec les mouvements. Dans un troisième mouvement, eh bien, il y a à peu près 3 décennies, les grandes découvertes des neurosciences grâce à des outils très sophistiqués donnés par neuroimagerie, qu'on va découvrir de plus en plus le fonctionnement du cerveau, et là, on retrouve cette ambition de pouvoir affirmer que les pensées sont bien déterminées par un fonctionnement du cerveau, par un fonctionnement des lois du cerveau. Donc la culture, encore une fois, va être dépendante, elle va être considérée comme dépendante des lois qui régissent le cerveau. Donc la culture est dépendante du cerveau, l'environnement et les pensées sont déterminés par le fonctionnement du cerveau. Bon, un dernier mouvement, c'est le plus récent, qui est là depuis 2 décennies à peu près, c'est les recherches dans le domaine de la génétique. Là où on s'y attend le moins, parce que la génétique c'était le cheval de bataille pour les réductionnistes, on les appelle comme ça, ceux qui vont avoir comme idée, comme pensée, comme philosophie, qu'on peut réduire toutes les pensées humaines, donc la culture, à le fonctionnement, les lois qui régissent le cerveau, donc à la nature. La culture soumise à la nature. Eh bien, c'est de la génétique qu'on va promouvoir un autre discours, grâce aux recherches de ce qu'on appelle l'épigénétique. Qu'est-ce que c'est l'épigénétique? Eh bien,
C'est la partie scientifique de la génétique qui s'occupe de l'influence de l'environnement sur quoi? Eh bien, sur l'expression des gènes. C'est-à-dire qu'il y a bien des gènes qui sont présents dans le DNA, hein, ils sont bien présents dans tout ce qui est inné, dans le bagage inné, donc dans ce qui est après la nature. Eh bien, ces gènes-là pourront se développer seulement s'il y a des conditions favorables de l'environnement qui permettront le développement, l'expression, voilà, l'expression de ces gènes. Et là, finalement, on se retrouve avec, encore une fois, non plus une dépendance de la nature à la culture, mais cette fois-ci, on va complexifier le tableau, si on veut, où il y a une interaction entre les deux. Et c'était un peu ce que Freud avait toujours considéré comme le tableau le plus précis pour décrire l'appareil psychique. Et bien voilà, à la prochaine. Au revoir.